Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et aujourd'hui, on attaque notre 5e et dernier épisode de la série sur les biais cognitifs. Et pour commencer cet épisode, je vais commencer par vous raconter l'histoire du dentifrice. Dans les années 1900, très peu de gens utilisaient du dentifrice parce que tout simplement, ils n'en voyaient pas la valeur. Et d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, il s'avère que l'armée américaine a découvert que le niveau d'hygiène dentaire chez les Américains était si mauvais que c'était devenu un risque de sécurité nationale parce que beaucoup de gens devaient être réformés de l'armée parce que leurs dents étaient complètement pourries dans leur bouche. Si aujourd'hui, vous utilisez du dentifrice 2 fois par jour, c'est grâce à un homme qui a changé la donne. Et comme tous les héros modernes, c'est bien sûr un publicitaire. Je plaisante, mais en l'occurrence, c'est le cas. Cet homme s'appelle Claude Hopkins, qui a été mentionné déjà plusieurs fois dans ce podcast, en particulier dans un épisode que j'ai fait il y a près d'un an, le premier épisode du podcast Marketing Mania sur le marketing scientifique, c'est Claude Hopkins. Claude Hopkins a fait connaître la marque dentifrice Pepsodent et a convaincu les Américains de se brosser les dents. La façon dont il a réussi à convaincre les Américains de se brosser les dents, c'est en inventant cette campagne de pub qui était basée sur l'idée du film dentaire. Et donc la publicité qu'il avait écrite disait aux gens « Passez votre langue sur vos dents et vous allez découvrir que vous allez ressentir l'existence d'une petite plaque. Cette plaque, c'est le film dentaire. Et ce film dentaire va jaunir vos dents et va pourrir vos dents. Et le fait d'avoir lié le fil dentaire avec la beauté en particulier, donc un bénéfice particulier, a permis aux gens de profondément s'investir dans cette idée de l'hygiène dentaire. Et en seulement 3 semaines après l'introduction de cette campagne, ils ont mesuré un succès très important. Donc les ventes de dentifrice et les ventes de la marque Pepsodent ont explosé. 10 ans après la première introduction de cette campagne, la moitié des Américains avaient commencé à utiliser le dentifrice au quotidien. Et bien sûr, dans les décennies à venir, ce produit allait atteindre une pénétration à peu près universelle, en tout cas dans les pays occidentaux. Ce podcast est donc bien sûr le 5e et dernier épisode de notre série sur les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont toutes ces particularités de l'esprit humain qui font que nous ne sommes pas tout à fait rationnels. Et le but de cette série a été de comprendre votre cerveau, celui de votre famille, celui de vos amis et surtout celui de vos prospects et clients afin de mieux communiquer et de persuader plus efficacement. C'est aussi l'idée de pouvoir mieux comprendre vos propres réflexions, mieux comprendre les mécanismes et les biais qui peuvent vous faire faire des erreurs et améliorer les décisions que vous prenez dans votre business et dans votre vie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série et le PDF récapitulatif des biais cognitifs dont on a parlé tout au long de ces 5 épisodes en vous rendant sur le site à l'adresse marketingmania.fr/biais, B-I-A-I-S. Et si vous voulez en avoir plus dans ce genre-là, j'ai créé, avant ma série sur le biais cognitif, une série sur la persuasion que vous pouvez retrouver également sur le site à l'adresse marketingmania.fr/influence. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les podcasts dans le flux RSS en vous rendant sur la plateforme de podcast de votre choix ou bien sur iTunes et retrouver tous les podcasts de Marketing Mania, les interviews, les séries sur la persuasion et sur les biais cognitifs. Donc le sujet du jour, c'est comment est-ce que les gens vont percevoir la valeur et comment est-ce qu'on va attribuer des valeurs différentes à différents produits et sur quels critères. Première chose à mettre en place, c'est l'idée de valeur perçue. La valeur perçue, c'est l'estimation de la valeur de votre produit ou service par votre prospect. Et cette valeur perçue prend en compte non seulement la valeur intrinsèque de votre produit, le coût de fabrication, le retour sur investissement, etc. Ça prend aussi tous les facteurs émotionnels, tous les facteurs irrationnels. L'idée ici, c'est que plus votre produit aura de valeur perçue, plus vous pouvez le vendre facilement et plus vous pouvez le vendre à un prix élevé.
Aujourd'hui, on va parler de quelques paramètres qui vous permettent de faire monter la valeur perçue de votre produit. Cet épisode sera loin d'être complet parce que la valeur perçue est un sujet très riche. Il est possible qu'on y dédie à un moment donné une série entière sur Marketing Mania d'une façon ou d'une autre. Pour le moment, on va juste survoler différents biais cognitifs qui ont un impact dans cette mesure de la valeur perçue. La première chose qui est importante dans l'évaluation irrationnelle de la valeur, c'est le biais de satisfaction immédiate. Le biais de satisfaction immédiate, c'est l'idée que les gens vont être biaisés envers la satisfaction qui peut arriver de façon instantanée et vont inversement placer moins de valeur sur les bénéfices de long terme. Donc reprenons notre exemple du dentifrice. Le dentifrice avait toujours été vendu sur une valeur de long terme. Utilisez le dentifrice 2 fois par jour et vos dents, vous n'aurez pas de caries et vos dents vont être en meilleure santé sur le long terme. Le problème, c'est que ce pitch de vente-là, il est assez faible dans la mesure où vous demandez aux gens de faire un effort immédiat, de faire une dépense immédiate en temps et en argent pour obtenir un bénéfice dans le futur. Et bien souvent, ce type d'argument ne va pas être particulièrement efficace. Avec la publicité pour Pepsodent, Claude Hopkins a changé la donne de 2 façons importantes. Premièrement, on déplace le bénéfice de long terme de ne pas avoir de caries, d'avoir des dents en meilleure santé, en un bénéfice de plus court terme qui est la beauté. Lavez-vous les dents et vous aurez un sourire plus rayonnant. Mais le problème avec cette idée, c'est que même si vous voulez améliorer l'effet de beauté, le sourire, les dents blanches, ça va quand même prendre quelques jours, quelques semaines avant de donner un résultat. Comment est-ce qu'on peut donner aux gens qui utilisent notre produit une satisfaction immédiate dans la seconde même? Et pour ça, l'innovation de Pepsodent était assez intéressante, c'est qu'ils avaient ajouté à leur produit différentes substances qui donnaient en bouche un goût de fraîcheur. Essentiellement, ils avaient ajouté des ingrédients qui n'avaient aucune valeur en termes d'hygiène dentaire, mais qui étaient de légers irritants et qui allaient vous donner cette impression de picotement dans votre bouche que vous reconnaissez encore aujourd'hui quand vous avez un dentifrice. Vous avez cette impression de fraîcheur, cette impression de picotement dans votre bouche. Et cet effet-là, c'est une récompense immédiate pour l'utilisateur du dentifrice. Et quand vous utilisez le dentifrice, vous allez non pas penser à est-ce que dans 2 ans, j'aurai encore des dents. Vous allez penser à je vais obtenir cette sensation de fraîcheur, je vais obtenir l'impression que ma bouche est propre. Et donc, on a augmenté la valeur perçue du produit, non pas en augmentant sa valeur intrinsèque, sa capacité à éviter les caries, mais en ajoutant une satisfaction émotionnelle. Et d'ailleurs, cette idée-là se retrouve dans plein de catégories de produits. En particulier, il est bien connu que si vous êtes un fabricant de lessive, il est plus important d'avoir une lessive qui sent bon quand elle sort de la machine à laver que d'avoir une lessive qui détache efficacement. Même si on vous vend la lessive sur ses capacités de détachant, la vraie satisfaction immédiate de l'utilisateur, ça va être l'odeur quand on sort la lessive de la machine à laver. Et donc, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer. En marketing, ça a vraiment beaucoup d'applications, en particulier si vous vendez des produits d'information ou des services, où vous demandez aux gens d'investir de l'argent et de l'effort dans l'immédiat pour avoir un résultat futur. En plus, un résultat qui est incertain dans le futur. Et dans ce cas-là, il y a différentes choses que vous pouvez faire pour contrer le biais de satisfaction immédiate. La première chose, c'est de faire tout votre possible pour obtenir des résultats immédiats, mais ce sont des résultats symboliques, mais ce sont des résultats émotionnels sur le court terme. Essayez d'obtenir des résultats immédiats dans l'heure à laquelle les gens ont acheté votre produit. Et si vous ne pouvez pas le faire dans l'heure, faites-le dans la journée ou dans la semaine. L'autre élément qui est plus subtil, c'est que bien souvent, en particulier sur les pages de vente de produits d'information, on va vous demander de visualiser le futur. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez reconnaître quand on vous demande d'imaginer quelque chose. Donc, imaginez le futur quand vous aurez acheté mon produit. Imaginez quand vous pourrez faire ci, quand vous pourrez faire ça, quand votre vie aura changé, quand votre vie sera meilleure. Et pourquoi on essaie de vous faire visualiser le futur? C'est parce que votre cerveau n'est pas capable de distinguer entre le futur et ce que vous êtes en train d'imaginer. Donc, si vous êtes en train d'imaginer quelque chose, vous rendez en quelque sorte le bénéfice futur présent. Et vous pouvez comparer aujourd'hui la valeur du bénéfice avec ce que vous avez à payer.
le bénéfice devient moins abstrait, devient moins ésotérique, devient moins dans une semaine, dans 2 semaines, dans un an. Et il devient immédiat. C'est quelque chose que vous pouvez presque toucher si c'est une bonne page de vente. Si c'est une bonne page de vente qui vous fait visualiser les choses, vous pouvez vous représenter exactement les bénéfices auxquels vous pouvez vous attendre. Et le fait de vous faire représenter ces bénéfices aujourd'hui vous permet de mieux faire rentrer ces bénéfices futurs dans votre calcul actuel du coût du produit vis-à-vis du bénéfice que vous en attendez. Un autre biais d'évaluation de la valeur perçue qui est très intéressant, c'est le biais de surréaction à la perte. L'idée ici, c'est que vous allez recevoir plus d'émotions négatives quand vous perdez 100 euros que vous allez en recevoir d'émotions positives quand vous gagnez 100 euros. En d'autres termes, la perte est plus douloureuse que le gain est agréable. Et là-dessus, une expérience intéressante a été menée par Danny Kahneman qui fait l'expérience suivante. On sépare une population en 3 groupes. Le premier groupe reçoit une barre de chocolat. Le deuxième groupe reçoit un mug. Et le troisième groupe ne reçoit rien. Maintenant qu'on a donné à ces groupes un acquis, on va leur proposer d'échanger ce qu'ils ont eu contre l'autre élément. Donc les gens qui ont reçu une barre de chocolat, on va leur proposer d'échanger leur barre de chocolat contre un mug. Les gens qui ont reçu un mug, on va leur proposer de l'échanger contre une barre de chocolat. Et les gens qui n'ont rien reçu, on va leur permettre de choisir soit un mug, soit une barre de chocolat. D'une façon purement utilitaire, d'une façon purement rationnelle, on s'attend à ce que les groupes fassent le même choix. Mais il s'avère que les groupes sont largement influencés par ce qu'ils ont déjà en leur possession. Et donc, 86% des gens à qui on a donné un mug choisissent de garder le mug. 90% de ceux qui ont reçu une barre de chocolat choisissent de garder la barre de chocolat. Et 56% de ceux qui n'ont rien obtenu, donc le groupe contrôle, choisissent le mug. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la préférence des gens est très largement influencée par ce qu'on leur a donné au départ. En d'autres termes, quand ils ont reçu quelque chose, ils se sont convaincus que cette chose était la bonne chose. Et surtout, la douleur de perdre cette chose pour échanger est très forte. Et donc, ils vont la plupart du temps choisir de garder ce qu'ils ont plutôt que d'échanger contre quelque chose d'autre. Le biais de surréaction à la perte est très important en marketing et va se retrouver dans beaucoup d'opérations différentes. Et une des opérations les plus importantes, c'est en termes de garantie. La garantie, en particulier dans la vente de produits d'information, mais dans aussi beaucoup d'autres domaines, y compris dans simplement la vente de produits électroniques où vous avez une garantie, c'est que les gens ont très peur d'acheter quelque chose qui ne fonctionne pas ou d'acheter quelque chose qui est défectueux. Et si vous ne proposez pas de garantie, les gens vont être bloqués par ce manque de garantie parce qu'ils sont terrifiés d'acheter quelque chose qui ne marche pas. Et fondamentalement, leur peur de perdre est démesurée par rapport à la vraie probabilité que votre produit soit défectueux ou inefficace. Et donc, la garantie est toujours bénéfique à offrir pour vous parce que vous allez très très souvent gagner plus de ventes grâce à la garantie que vous allez en perdre en termes de remboursement, etc. Parce que vous jouez sur ce biais de surréaction à la perte. On disait que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas perdre. Une autre façon courante d'exploiter cette idée, c'est ce qu'on appelle la méthode du chiot. Donc la méthode du chiot, c'est de dire, si vous voulez vendre des chiots, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller voir la famille, de leur dire, tenez, voici un chiot, voyez comme il est mignon, eh bien, prenez-le, amenez-le chez vous, gardez-le pendant 1 semaine, et au bout d'1 semaine, si vous n'avez pas envie de le garder, vous nous le ramenez. Et si vous faites ça, presque personne ne va passer 1 semaine avec le chiot et ensuite va décider de vous le ramener. Pourquoi ? Parce qu'on s'y est attaché, les enfants l'adorent, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas rendre le chiot, même si à l'origine, on n'aurait jamais voulu adopter un chien, ben maintenant qu'on en a un, on ne va jamais le rendre. Et vous aurez reconnu cette idée un peu partout en marketing, c'est l'idée des essais gratuits. Quelqu'un qui n'était pas forcément intéressé par un produit, vous allez lui permettre d'essayer le produit, de vivre un peu avec, et tout d'un coup, maintenant vous allez lui reprendre le produit, son essai gratuit est terminé, et maintenant, le produit est devenu un acquis, c'est quelque chose qui fait partie de sa vie, de son quotidien. Il est très difficile de s'en défaire. Et la perte de ce produit est plus douloureuse
que ce que le gain d'acheter le produit à l'origine aurait apporté. C'est aussi une raison pour laquelle certains prestataires ou certains produits vont commencer leur relation avec un client avec un prix inférieur à ce qu'ils prennent d'habitude, tout simplement pour devenir indispensables. Et une fois qu'ils sont indispensables, le client n'a plus envie de les perdre. Il sera prêt à payer plus cher pour le produit ou service. Un autre exemple de valeur perçue irrationnelle qui est très intriguant, c'est la parabole du serrurier. La parabole du serrurier, c'est la suivante. Vous avez une personne qui a besoin d'un serrurier. Donc, il a perdu sa clé et il a besoin qu'on vienne lui ouvrir sa porte. Il appelle un serrurier, le serrurier arrive et c'est un serrurier débutant qui vient de sortir de l'école de serrurerie. Il débarque, il passe 1 heure à triturer la serrure, il a différents outils, il a la caisse à outils, il trifouille dans la caisse, il vient, il repart, il essaie différents outils, différentes techniques. À un moment donné, la serrure s'endommage et donc il doit la remplacer, donc on doit payer un peu plus pour remplacer la serrure et on le voit suer, on le voit essayer. Au bout d'1 heure, finalement, bam, il arrive à ouvrir la porte et là, il vous dit ça sera 200 €. Vous dites, ah, parfait, vous payez 200 €, vous êtes content, vous rentrez chez vous et vous vous ouvrez une canette de bière et vous regardez la télé. 3 jours après, pas de chance, vous avez le même problème, vous perdez encore votre clé et vous appelez un serrurier. Cette fois-ci, vous avez un serrurier différent et c'est un expert de serrurier. Ça fait 35 ans qu'il est serrurier, il est super bon. Il arrive, il regarde votre serrure, il se gratte le menton 3 minutes, il prend un outil, clac, il ouvre. En 5 minutes, c'est fait, la porte est ouverte. Il vous dit, ça fera 200 €. Et là, tout d'un coup, vous avez quand même un peu mal parce que le gars a bossé 5 minutes et il vous demande 200 €. Pourtant, dans les 2 cas, vous avez obtenu le même résultat, c'est-à-dire qu'on a ouvert votre porte. D'ailleurs, le résultat du serrurier expert est même supérieur puisque vous n'avez pas passé 1 heure à glander et à le regarder travailler, vous n'avez pas perdu 1 heure de votre temps dans l'affaire. Et en plus, probablement, le coût en matériel aura été inférieur puisqu'il n'aura pas forcément besoin de remplacer la serrure vu qu'il est tellement compétent dans son domaine. Et quand même, c'est quand même un peu pénible de devoir payer un mec 200 € pour 3 minutes de travail. Et ça, c'est un biais bien connu dans l'évaluation de la valeur. En d'autres termes, si les gens perçoivent l'effort passé à créer un produit, ils vont, de façon irrationnelle, attribuer une valeur supérieure à ce produit. C'est aussi la justification pour laquelle on a tendance à mettre plus de valeur dans les produits créés à la main par un petit artisan. Pourquoi ? Parce qu'un produit créé dans une usine, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu d'effort individuel qui est rentré là-dedans. Un produit créé par un petit artisan, il y a eu un effort individuel. Il est bien possible que l'artisan fasse plus d'erreurs que l'usine et que la qualité n'est pas forcément corrélée avec le fait que ce soit fabriqué dans une usine ou par un artisan. Mais le fait qu'un individu ait sué pendant plusieurs heures pour créer ce produit ajoute une valeur au produit en dehors de la partie vraiment matérielle et rationnelle. Un exemple de l'utilisation de ce biais que j'ai vu récemment, c'est par quelqu'un qui s'appelle Antoine Blanchemaison, qui crée des formations également dans le domaine du marketing. Et récemment, il a sorti un nouveau produit qui est une nouvelle formation avec un tarif un peu plus élevé que ce qu'il avait fait auparavant. Et pendant plusieurs semaines, si vous le suiviez sur Snapchat, vous aviez un derrière les coulisses de la création de ce produit. L'effet, c'est qu'une audience qui est habituée à ce qu'on lui vende un produit à 50 €, le jour où Antoine Blanchemaison va sortir un produit à 200 €, il peut y avoir un effet un peu choquant où tout d'un coup, on a quadruplé le prix de la formation qu'ils ont habituellement. Ici, il y a un effet, je ne sais pas si c'était totalement délibéré ou si c'est intuitif de la part d'Antoine, mais il y a un effet très intéressant où tout d'un coup, ok, le produit coûte 200 €, mais ça fait 1 mois et demi que le mec, on le voit bosser tous les jours et on le voit suer corps et âme pour créer cette formation. Et donc d'un coup, c'est pas une formation qui sort de nulle part et qu'on nous vend 200 €, c'est un truc où le mec a passé 6 semaines à bosser dessus et à travailler et à vous montrer derrière les coulisses tous les jours, jour après jour. Et si vous avez suivi pendant 6 semaines la création du produit, vous vous dites, écoute, 200 € pour 6 semaines de travail, c'est quand même tout à fait honnête. Et c'est intéressant parce que, dans la plupart des cas, votre produit demande effectivement un effort important à créer. En particulier, si vous faites une formation, ça prend beaucoup de temps à créer, mais la plupart des gens ne montrent pas cet effort. La plupart des gens travaillent dans l'ombre, dans l'obscurité pendant 2-3 mois et sortent comme une fleur au bout de 2-3 mois avec un produit.
Et tout d'un coup, le prix apparaît sur ce produit et ne paraît pas forcément justifié par l'effort. Si vous pouvez trouver une façon de montrer l'effort qui se trouve derrière votre produit ou votre service, alors ça peut modifier la valeur perçue de ce que vous vendez. Un autre exemple, ce sont les campagnes Kickstarter. Quand vous avez une campagne Kickstarter, c'est une vente assez difficile puisque vous avez quelqu'un qui vient vous dire écoutez, donnez-moi de l'argent pour un truc qui n'existe pas et dans le futur, si suffisamment de gens me donnent de l'argent, je vous enverrai un produit. Et bien souvent, en tout cas, les pitchs de vente les plus efficaces sur Kickstarter sont basés sur tout le travail qui a déjà été placé dans le projet. Et on vous montre différents prototypes, toutes les expériences qu'on a fait, toutes les différents prototypes qu'on a testés, les expériences, le travail, le développement. On a été voir tel expert, on a fait des dessins, on a fait des graphiques, on a fait de la 3D, on a été en Chine, etc. Pourquoi est-ce qu'on vous dit tout ça? Ça vous apporte rien en tant que consommateur, si ce n'est l'impression que le produit, pour en arriver là, c'était très difficile à créer, à faire, et donc ça augmente la valeur perçue que vous avez du produit qu'on est en train de vous vendre. Le dernier élément dont je vais parler aujourd'hui en termes de modification de la valeur perçue, c'est ce qu'on appelle l'effet boom. L'effet boom, ça fait référence à une vieille idée qui est que quand vous vendez un produit d'information à l'époque, c'est-à-dire avant l'Internet, les gens allaient acheter votre produit et vous allez leur envoyer tout simplement un paquet dans la poste avec des DVD, des CD audio ou même des cassettes audio, hein, si vous êtes vraiment old school, des brochures, des classeurs, etc. Et l'effet boom était lié au fait que les gens allaient de façon irrationnelle attribuer une valeur au poids, au volume de votre produit que vous leur envoyez. Et le boom, c'est l'effet quand vous prenez le produit et que vous le laissez tomber sur la table, est-ce que ça fait boom? Et si ça fait boom, si vous leur envoyez un gros paquet avec beaucoup de choses, eh ben, de façon irrationnelle, indépendamment de l'information qui se trouve à l'intérieur et indépendamment de la valeur et du résultat que vous allez leur apporter, les gens vont attribuer une valeur au simple volume de ce que vous leur apportez. Et aujourd'hui, cette idée se représente dans deux choses que vous voyez sur la plupart des pages de vente des gens qui font des produits d'information. Évidemment, dans la plupart des cas, on ne vous envoie plus de produits physiques et pourtant, on continue à matérialiser le produit. C'est-à-dire, on va souvent vous montrer la jaquette du livre. Si c'était un livre physique, voilà à quoi ça ressemblerait. Si c'était un DVD, voilà à quoi ça ressemblerait. Ce serait un pack de 12 DVD. Pourquoi nous montrer un pack de 12 DVD, sachant que non seulement c'est pas un DVD, et en plus on va pas nous l'envoyer. En quoi est-ce que cette information apporte quelque chose? Cette information apporte quelque chose parce que ça stimule votre effet boom interne. Ça stimule l'idée que, ah oui, quand même, ce que j'achète aujourd'hui, j'achète peut-être un truc immatériel pour 200 €. Mais si c'était un truc matériel, ça serait un gros paquet de 30 kilos avec 12 DVD, un classeur, des bouquins, etc. Totalement irrationnel, mais ça existe et ça joue sur un biais de l'esprit humain. L'autre élément que vous aurez vu sur toutes les pages de vente de produits d'information, c'est qu'on va souvent vous lister le contenu dans les moindres détails. Fondamentalement, pour acheter le produit, vous n'avez pas forcément besoin de savoir le sommaire exact du produit. Pourquoi? Parce que vous allez principalement prendre une décision d'achat sur les bénéfices qui sont promis et est-ce que ces bénéfices sont crédibles par rapport à ce que vous attendez dans votre propre vie. Et si les bénéfices sont intéressants pour vous, s'ils sont crédibles et si le prix est raisonnable, alors vous allez acheter ce produit. Mais à côté de ça, on va vous lister en détail l'ensemble du sommaire du produit. Et pourquoi? C'est pour générer un effet boom. C'est pour générer l'idée que regardez à quel point j'ai travaillé. Regardez à quel point ce produit est riche et complet. Regardez à quel point j'ai mis de l'effort dans ce produit. Et donc, comme ce produit est gros et difficile à créer, etc., le prix à laquelle je suis en train de vous le vendre est justifié. La dernière chose au niveau de la valeur perçue, c'est le statut social. Le statut social, c'est l'idée qu'on va très souvent attribuer la valeur d'un produit selon le statut social des personnes qui y sont associées. C'est pour ça que beaucoup de produits vont avoir des célébrités qui vont passer dans leur pub ou qui vont être associées d'une façon ou d'une autre avec le produit. C'est pour ça que les gens qui vendent des produits d'information vont souvent essayer de se placer comme un expert. Et là-dessus, il y a un exemple assez drôle qui vient d'un monsieur qui s'appelle Jay Abraham, qui est un consultant marketing brillant aux États-Unis qui a travaillé avec beaucoup de très grosses entreprises. Et Jay Abraham avait une stratégie qui fonctionnait très bien
dans les années 80-90 pour vendre un séminaire qui coûtait 5 000 $ par personne sur une liste de prospects absolument froids. Donc quand vous êtes sur une liste de prospects froids, un séminaire à 5 000 $, il faut quand même aller le chercher, c'est assez difficile à vendre. Et pour le vendre, il avait une stratégie en 2 étapes. Premièrement, il envoyait une lettre, bien sûr c'était une lettre postale, où il proposait ses services pour une journée de consulting à 40 000 $ la journée. Parfois, il vendait sur sa liste une journée de consulting, parfois il n'en vendait pas, ça c'était pas très important. Le journée de consulting à 40 000 $ était là pour installer le statut social de Jay Abraham. Jay Abraham, c'est tellement un consultant légendaire qui travaille avec les plus grosses entreprises au monde, qui travaille avec les plus grosses entreprises américaines, le Fortune 500, qu'il est capable de vendre sa journée de consulting à 40 000 $. Et ensuite, seulement après ça, on vous envoie une deuxième lettre qui est essentiellement constituée de l'idée de... tout le monde nous a demandé qui était ce génie de Jay Abraham. Tout le monde voulait en savoir plus sur lui, mais n'avait pas 40 000 $ à mettre dans une journée. Alors, pour tous d'entre vous qui sont intrigués et qui se demandent qui est ce génie et qui veulent apprendre de lui, mais qui n'avaient pas l'argent pour payer les 40 000 $, on comprend, vous êtes encore un peu pauvre, eh bien, on va vous proposer de faire un truc à bas coût, à avoir un peu de Jay Abraham au rabais avec un séminaire à 5 000 $ sur 3 jours. Et tout d'un coup, maintenant que vous avez installé Jay Abraham comme étant un génie absolu qui peut prendre 40 000 $ la journée, 5 000 $ pour passer 3 jours avec lui en séminaire, c'est plutôt raisonnable. Et donc, les gens allaient payer leurs 5 000 $, ils remplissaient des salles entières avec cette stratégie. Et au bout d'un moment, il avait même fallu monter ses prix, ou il avait monté ses prix au fur et à mesure. Et à la fin de sa carrière en tant que speaker, il prenait vraiment des 18 000 $ pour un séminaire de 3 jours. Et ça fonctionnait parce qu'il avait instauré ce statut social légendaire qui était basé sur les résultats bien réels qu'il avait obtenus pour ses clients, mais aussi sur le fait qu'il y avait une certaine mise en scène avec la fameuse journée de consulting à 40 000 $. Et sur cette anecdote, on termine notre série sur les biais cognitifs. Si vous avez aimé la série, vraiment, allez me laisser une évaluation iTunes. C'est vraiment super important pour le podcast. En moyenne, chaque épisode du podcast Marketing Mania va me rapporter une évaluation. Donc, chaque évaluation compte, chaque évaluation fait la différence. Si vous n'utilisez pas iTunes, si vous utilisez notre plateforme, eh bien, laissez-moi une évaluation sur cette plateforme de votre choix, ou bien parlez du podcast à une de vos connaissances, un de vos amis, ou postez-le sur Facebook. Ça permet au podcast de toucher plus de monde, ça me permet de mieux ajuster ce que je fais pour vous, etc. Si vous voulez retrouver le PDF avec l'ensemble des biais cognitifs qui sont listés, rendez-vous à l'adresse marketingmania.fr/billets. Ça vous permettra d'avoir un petit document que vous pouvez conserver sur votre ordinateur, à pouvoir vous y référer de temps en temps quand vous voulez vous rafraîchir les idées sur les biais cognitifs, sans avoir forcément besoin de réécouter la série tout entière ou sans avoir forcément besoin d'avoir pris des notes très complètes pendant ces 5 épisodes. Et bien sûr, si vous avez aimé cette série, que vous n'avez pas encore découvert ma série sur la persuasion qui s'appelle Influence et Manipulation, et bien dans ce cas-là, rendez-vous bien sûr sur marketingmania.fr/influence et vous aurez cette série entière de podcasts sur l'influence, la persuasion, qui sert un petit peu de saison 1 à cette série-là qui servirait de saison 2 sur les biais cognitifs, où on plonge encore une fois dans ces éléments de psychologie en mêlant un petit peu la science, les anecdotes marketing, les anecdotes personnelles de mon propre business, et on essaye de comprendre comment tout ça fonctionne dans un système intérieur au cerveau humain, comment utiliser tout ça pour prendre de meilleures décisions, comment utiliser tout ça pour influencer les gens qui vous entourent, et surtout comment utiliser tout ça pour vendre de façon plus efficacement, monter un meilleur business et créer un avantage sur vos concurrents. Et surtout, bien sûr, comme on est sur Marketing Mania, convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Marketing Mania. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée.